Harpon décide de sortir acheter 2 couteaux dans le 5e arrondissement de Paris, un couteau en céramique d'une lame de 20 cm et un couteau à huître. 12h53, il s'en prend à 2 collègues en train de déjeuner, l'un à la gorge, l'autre au niveau du thorax. Il s'en prend ensuite à un agent administratif, il lui porte plusieurs coups, dont 2 mortels, et il descend dans l'escalier et porte plusieurs coups à une gardienne de la paix de 39 ans. Il blesse ensuite une adjointe administrative attendant l'ascenseur. Dieu soit loué, ses jours ne sont plus en danger. Il descend alors dans la cour de la préfecture et croise un jeune gardien de la paix stagiaire, en poste depuis 6 jours. Il tente de le raisonner, fait feu à 2 reprises et l'assaillant est tué. Alors qui était Michael Harpon? C'était un homme de 45 ans, il habitait à Gonesse dans le Val d'Oise, il avait 2 enfants de 9 et 3 ans. Il est converti à l'islam depuis 10 ans, il avait un casier judiciaire vierge, il travaillait depuis 16 ans à la préfecture de police de Paris. Il était sourd à 70% parce qu'on en a beaucoup parlé de ça également. Alors ses proches et l'un de ses fidèles, l'un des fidèles de sa mosquée ont été interrogés. Regardez comment il décrivait l'assaillant et après bien sûr on va rentrer dans notre débat, radicalisation dans la police, sommes-nous en danger? Voilà. Je me suis dit c'est un cauchemar, c'est pas possible. Lui qui était si gentil, qui aurait jamais fait de mal à quelqu'un, qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête à ce moment-là pour ôter la vie de 4 personnes? Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à croire que c'est lui. Jusqu'à maintenant, je crois pas, je crois pas. On a pété les plombs, c'est tout. C'est quelqu'un voilà, qui est pour la paix entre les hommes. C'est quelqu'un d'aimable, d'une grande douceur. Quand il a entendu parler des personnes qui partent en Syrie, c'est des choses, en fait, ouais, ça me mettait hors de lui. Que ce soit des convertis ou non, des gens qui partent en Syrie, des gens qui font un livre de l'islam, c'est quelque chose qui me mettait hors de lui. Alors, Noah Manoir, merci d'être avec nous ce soir, donc délégué Vigipolice. Vous étiez directeur du renseignement de la préfecture de police, là où l'attentat a eu lieu. Vous dites que personne ne pensait que Daesh pouvait infiltrer la direction du renseignement, et pourtant, ça a clairement été le cas. Hein. Alors, je n'étais pas directeur, je n'ai pas eu cette chance, malheureusement. Mais là, je vous nomme directeur. J'étais employé de la direction. Ouais, c'est ça, oui, vous étiez à la direction, exactement. Oui. Vous dites que vraiment, personne ne pouvait penser que voilà, l'État islamique pouvait infiltrer donc cette direction du renseignement, et aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est le cas. Alors, effectivement, on a toujours su qu'il y avait une vulnérabilité dans les effectifs de police et une probabilité qu'on serait infiltré un jour ou l'autre. C'est-à-dire que moi-même, sur mon adresse messagerie professionnelle, donc qui était reliée au réseau de la direction du renseignement, j'ai déjà essuyé des tentatives d'infiltration par des virus qu'on avait identifiés comme étant en provenance de Turquie. C'est-à-dire un mail que vous ouvrez, qui contient un cheval de Troie, et en fin de compte, l'objectif étant de pouvoir absorber le contenu de votre disque dur et de vos données. Et effectivement, donc ça témoignait d'une volonté finalement de ce que les spécialistes appellent l'amniyat, c'est-à-dire c'est le service de renseignement de l'État islamique, donc de se procurer des données sur les cibles des services de renseignement, sur les identités des agents. Voilà, c'était une guerre, si vous voulez, également une guerre de l'information et une guerre numérique. Alors, vous avez toutes les informations sur le déroulé de l'attaque. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, les informations que j'ai, ce sont celles qui nous ont été communiquées à titre officiel par le procureur et par les instances administratives. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que clairement, cet employé, dont on a dit dans un premier temps qu'il n'avait jamais fait parler de lui, mais on s'aperçoit que les choses sont un peu plus complexes qu'il ne paraît. Donc, c'est saisi effectivement d'une arme. Quels sont les exemples qu'on a et qui auraient pu mettre la puce à l'oreille Alors, les surveillances sur la mosquée de Gonesse, puisqu'on sait aujourd'hui que cette mosquée était l'objet d'une surveillance accrue de la part de la DGSI, puisque la zone de Gonesse, donc le Val d'Oise, est sous la compétence de la DGSI, à la différence de la zone préfecture de police, qui inclut Paris et les 3 départements de Petite Couronne. Et donc, effectivement, une surveillance accrue de ce lieu de culte aurait pu permettre de révéler la présence régulière de M. Harpon auprès de cet imam, qu'il soit radical ou pas, puisque aujourd'hui la question est posée, mais a priori s'il a été fiché S, c'est... Vous pensez qu'on aurait pu éviter Bien entendu. C'est facile à dire après coup, mais effectivement, moi, alors l'élément que je défends bec et ongle depuis jeudi dernier, c'est cette histoire de signalement en 2015 qui a été formulé verbalement par 2 fonctionnaires de police. Alors racontez-nous cette affaire pour les téléspectateurs qui n'ont pas eu... Alors c'est très simple, pendant un temps de travail, c'est-à-dire pendant un temps au cours duquel M. Harpon était rémunéré par la
l'administration, donc avec de l'argent public, celui-ci a fait l'apologie d'un crime terroriste, c'est-à-dire celui de Charlie Hebdo, et ce qu'on ne dit pas également, sans doute celui de l'hypercacher. C'est ça. Donc voilà, par ces termes, c'est bien fait pour leur gueule ou quelque chose qui s'en rapproche. Donc là, vous pensez qu'il aurait dû être... Alors effectivement, les propos du ministre étant que le signalement étant verbal et non formalisé, pour reprendre ces termes, celui-ci n'aurait aucune valeur auprès de la justice et finalement l'administration se défausse sur l'absence de volonté de ces deux fonctionnaires de formaliser le rapport. Alors moi, ma version en fait des faits, si vous voulez, de ce qui a été, ce que certains appellent une faille, mais ce qui est pour moi une faute, ce qui est totalement différent, c'est qu'effectivement, le signalement verbal a toute sa valeur auprès des instances administratives. C'est-à-dire que, imaginez un jour que vous puissiez appeler le 17 et qu'on vous dise non, mais il faut que vous nous écriviez pour qu'on puisse dépêcher un équipage à votre domicile. Vous voyez, alors, le signalement verbal a une valeur et il peut être formalisé par le biais de ce qu'on appelle une audition. Voilà. On peut diligenter une enquête administrative, convoquer les fonctionnaires, leur demander de réitérer le propos qui a été tenu auprès de leur supérieur hiérarchique, le consigner sur un procès verbal d'audition. On peut également convoquer le mis en cause, organiser des confrontations. Il y a tout un tas de dispositifs prévus, justement, qui auraient pu permettre d'aboutir à des sanctions, en l'occurrence le retrait immédiat de son habilitation secret défense, compte tenu de la gravité des faits, et éventuellement une condamnation pénale, puisque l'apologie de crimes terroristes est prévue et condamnée par la loi, comme le confirmera notre député avocat. Alors, Noam, pour en revenir à Michael Harpon, il s'est converti à l'islam il y a 10 ans, il respectait le ramadan, donc ça, il n'y a pas de souci. Il avait sollicité une seule fois en 2018 une autorisation d'absence pour se rendre à la mosquée pour le ramadan.